Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de l'État américain. Réalisé en grande partie par George Miller entre 1979 et 1985, les trois premiers Mad Max ont engendré un lot incalculable d'ersatz depuis le début des années 80. Les Américains ont par exemple produit Le Livre d'Eli des frères Hughes en 2010. Le réalisateur Ike Williams s'est inspiré considérablement de l'iconographie du troisième Mad Max pour le clip California Love en 1994, et même James Cameron a toujours dit s'être inspiré du rythme de Mad Max 2 pour réaliser Terminator en 1984. Comme beaucoup d'autres films d'action des années 80, Mad Max 2 a été largement pillé par les Italiens, notamment avec Le Gladiateur du futur de Joe D'Amato, Les Guerriers du Bronx 1 et 2 de Enzo G. Castellari, ou encore 2019 après la chute de New York de Sergio Martino. Les Japonais ne sont pas en reste non plus, avec Crazy Thunder Road en 1980, Akira de Katsuhiro Otomo en 1988, adapté de son propre manga, mais aussi le manga Hokuto no Ken, plus connu chez nous sous le titre Ken le Survivant, qui a ensuite engendré une série animée très connue. Enfin, les Français ont aussi mis leur pierre à l'édifice, avec des films particulièrement douteux comme Terminus, avec Johnny Hallyday qui parlait à son camion, ou encore Diesel avec Gérard Klein en punk. Ce qui nous amène au sujet même de cet épisode, qui n'est autre que l'un des plus célèbres ersatz de Mad Max 2, c'est-à-dire Waterworld de Kevin Reynolds, réalisé en 1995. Avant de revenir sur la production particulièrement catastrophique de Waterworld, intéressons-nous aux trois principaux instigateurs du projet. Le premier est David Twohy, scénariste. Il est notamment connu pour avoir scénarisé Critters 2, Warlock ou encore Le Fugitif avec Harrison Ford. Il se fait repérer comme réalisateur avec le film Timescape, où l'on retrouvait Jeff Daniels en 1992, mais c'est par la suite qu'il se fera une renommée, notamment avec la trilogie Riddick produite entre 2000 et 2013. Passons ensuite à Kevin Reynolds, réalisateur du film. Il débute comme scénariste sur le film L'Aube rouge de John Milius en 1984, avant de devenir réalisateur avec Fandango en 1985. Un premier film où l'on retrouve déjà un certain Kevin Costner qui joue un étudiant qui part après la fin de ses études avec ses amis pour une virée. Une collaboration qui en suivra trois autres. La première est Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991, puis Waterworld, et enfin Hatfield & McCoy's, une série diffusée en 2012 avec notamment Bill Paxton. Entre 1985 et 1995, il réalise deux autres films. Le premier est La Bête de guerre, sorti en 1988, qui s'intéressait au conflit entre les Afghans et les Soviétiques dans les années 80. Le second est Rapa Nui, produit en 1993 par Kevin Costner, qui met en scène deux jeunes hommes qui tombent amoureux d'une même femme sur l'île de Pâques au XVIIe siècle. Enfin, après la sortie mouvementée de Waterworld, il aura bien du mal à retrouver des projets de grande envergure. En 1998, il signe le particulièrement douteux 187 Code Meurtre, puis en 2002, il s'attaque au Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas avec La Vengeance de Monte Cristo. En 2006, après des années de galère, sort Tristan et Isolde ou The Red Sword avec James Franco et Sophia Myles dans les rôles titres. Il faudra attendre 2016 pour le revoir à la réalisation d'un film, puisqu'il a signé La Résurrection du Christ avec Joseph Fiennes. Et évidemment, il y a Kevin Costner, acteur principal du film et producteur. On ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais Kevin Costner, à cette époque, c'est le haut de gamme. Il aligne les succès publics et la critique en général suit par la même occasion. En 1995, il a donc déjà son tableau de chasse Bodyguard, Les Incorruptibles, Un monde meilleur, JFK ou encore Danse avec les loups, qu'il réalise lui-même et qui est reparti avec beaucoup d'Oscars. Avec ces trois-là, on pouvait alors penser que le projet avait de bonnes bases, et Universal a alors alloué un budget considérable de 100 millions de dollars. Sauf que la facture a petit à petit augmenté jusqu'à atteindre les 175 millions de dollars, soit le plus gros budget alloué à un film à l'époque. Les problèmes ont en fait commencé, si l'on se fie à un article de Pierre Briançon publié dans Libération en 1995, lorsque Kevin Costner et Kevin Reynolds ont commencé à avoir des divergences artistiques. Kevin Reynolds voulait un film d'action, là où Kevin Costner voulait un film d'aventure qui le mettait en valeur. En sachant que David Twohy avait écrit le film comme un Mad Max de bis, avec un monde post-apocalyptique et un héros solitaire. Soit ici le marineur qui vit dans un monde qui a connu la fonte des glaces et où l'eau a tout englouti.
Alors que le film commence son tournage, le scénario n'est pas prêt. Donc Kevin Costner se met à faire des réécritures sur le tournage à Hawaï, en compagnie de Joss Whedon, qui à cette époque fait le script doctor à droite et à gauche. Un tournage que Whedon qualifiera comme un véritable enfer durant les semaines où il était là. Kevin Reynolds fut atteint de mal de mer, alors que le tournage se passait globalement sur l'eau, tout comme un certain Jaws de Steven Spielberg, qui était aussi une production Universal, et qui a eu également des problèmes de ce type. À cela rajouter que le tournage s'est passé en grande partie sur un atoll artificiel, qui a été créé pour la modique somme de 5 millions de dollars, et qui était assez éloigné des côtes hawaïennes. Donc en gros, vous avez deux lieux fixes, et vous avez un bateau qui passe de temps en temps entre les deux. Sauf que il n'y a pas de toilette sur l'atoll, donc l'équipe, comme les acteurs qui désiraient aller aux toilettes, devaient revenir sur la côte pour aller justement aux toilettes et ensuite revenir. Dans le bateau, les acteurs pouvaient être maquillés ou alors retouchés entre les différentes prises, ce qui a donné lieu à un véritable bordel logistique qui a atteint des sommets au fur et à mesure de la production. En sachant que Dennis Hopper a été engagé un mois seulement après le début des prises, puisque la plupart des acteurs qui avaient été approchés, comme Laurence Fishburne ou John Malkovich, ont refusé le rôle du méchant. Vu que Costner était toujours derrière son dos, Kevin Reynolds a finalement claqué la porte et il n'a même pas promu le film à sa sortie. Il est tout de même resté crédité à la réalisation, mais il se trouve que Kevin Costner est repassé sur plusieurs scènes et qu'il a tourné le reste. À cela rajouter que Mark Isham, que vous pouvez voir ici crédité dans ce trailer, a finalement été évincé du projet puisque ses compositions ou démos étaient beaucoup trop sombres et ethniques pour Kevin Costner. Donc il a finalement engagé James Newton Howard, qui était alors compositeur du Fugitif, et qui par la suite se fera largement connaître avec les compositions pour les films de M. Night Shyamalan, comme Sixième Sens ou Signe. Même le grand illustrateur d'affiches Drew Struzan s'est retrouvé dans cette galère, comme il en témoigne dans le livre L'art de Drew Struzan qu'il a coécrit. Ainsi il dit « Waterworld a été un autre crève-cœur, surtout quand le studio a continué le projet et a fini par utiliser mon idée pour faire sa propre affiche. Je trouvais que Costner se tenant dans l'eau, avec cet air à la fois héroïque et plein de défiance, encadré par un soleil embrasé, c'était vraiment parfait. Il est le maître des éléments, l'eau et le feu. C'était tout le film, des histoires de va-et-vient. Avant même sa sortie, alors qu'Internet n'existait quasiment pas, Waterworld a été une cible privilégiée des médias qui se sont bien amusés avec la plupart des galères du tournage. Si bien qu'avant sa sortie, beaucoup pensaient que le film allait faire un bide retentissant. Ce qui n'est pas vraiment arrivé. Waterworld sort le 28 juillet 1995 aux États-Unis, puis le 25 octobre en France. Son budget est alors, comme on le disait, de 175 millions de dollars. Son box-office américain n'est pas terrible, et se fixe à 88 millions de dollars. En revanche, l'international aide considérablement, avec un box-office de 175 millions de dollars, soit l'équivalent de son budget, ce qui monte les recettes à 264 millions de dollars. Comme les décors et certains outils comme les skippers appartiennent à Universal, le studio peut alors se permettre de faire la promotion du film avec, ou alors tout simplement de faire des attractions dans les parcs Universal Studios. Donc finalement, Waterworld n'est pas un aussi gros flop commercial qu'on a voulu vous le faire croire pendant très longtemps. Par contre, Kevin Costner s'est en effet bien cassé la gueule, non pas avec Waterworld, mais avec sa seconde réalisation qui était Postman, qui lui a été un four total. Waterworld n'est clairement pas un chef-d'œuvre. C'est même assez loin d'être un bon film. Toutefois, c'est un film que l'on peut qualifier de sympathique. Il est un minimum divertissant, les scènes d'action sont plutôt réussies dans l'ensemble, Kevin Costner est plutôt efficace dans le rôle du marineur, cet être mystérieux qui révèle ses véritables capacités au fur et à mesure du film, à savoir un être mutant avec des branchies derrière les oreilles et les pieds palmés, ce qui lui permet d'aller sous l'eau sans avoir des problèmes d'oxygène et de contempler les restes d'une certaine humanité qui est morte, à savoir le monde que l'on voyait en 1995, soit des immeubles de partout et des bagnoles qui pullulent, ici engloutis par les eaux. Or évidemment, le marineur est assez différent de Mad Max dans un certain sens. Toutefois, il a plus ou moins les mêmes caractéristiques, à savoir un être solitaire, mystérieux, qui ne dit pas grand-chose, qui finalement finit par s'attacher aux différentes personnes qui l'entourent, et se retrouve à être face à un ennemi commun, ici incarné par Dennis Hopper. Une sorte de Lord Humungus avec un œil en moins.
Mais sinon, pour les costumes, ils sont plus ou moins similaires. Les jet skis remplacent les différentes bagnoles, ou alors les motos. Et la cité, tant convoitée par les méchants pendant un temps, n'est autre que le fameux atoll dont on a parlé tout à l'heure. En sachant que les bons essayent de retrouver la dernière terre qu'il existe sur la planète, à savoir Dryland, soit plus ou moins le même plan que les personnages de Mad Max 2 en fin de compte, et en soi de Fury Road qui reprend des éléments de Mad Max 2 lui aussi. Ces emprunts à Mad Max 2 ne sont pas tant un problème, puisque, en quelque sorte, ces éléments sont cohérents et finalement permettent à l'univers d'être un minimum intéressant. Les vrais soucis de Waterworld sont en fait ses longueurs, car il y a beaucoup de scènes où l'on s'ennuie et qui font office de grosses pauses entre différentes scènes d'action. La scène avec King Coates, par exemple, ne sert absolument à rien, si ce n'est pour montrer que le marineur est finalement attaché à ses hôtes et qu'il n'est pas prêt à laisser la petite, par exemple, avoir des relations sexuelles avec un être adulte. Une scène que l'on peut qualifier de bouche-trou, à l'image également des scènes où Kevin Costner a des altercations avec Jeanne Tripplehorn ou Tina Majorino, d'autant qu'en plus, le film dure 2 heures. Et donc, quand vous avez beaucoup de longueur de ce type, ça devient plutôt agaçant. Heureusement, il y a toujours les scènes d'action pour relever un peu le tout. Donc Waterworld est un ersatz de Mad Max 2 plutôt sympathique, mais qui pâtit d'énormément de longueur, là où par exemple le film de George Miller était beaucoup plus court. Donc voilà pour ce 15e épisode de l'été américain, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.